Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu, émission du 29 septembre. Mon invité ce soir, M. Maxime Pénaud-Jobin. Monsieur le maire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. On est quasiment au mois d'octobre, mais il faut que je vous demande comment a été votre été, comment allez-vous? Ça a été un bon été. J'ai pris des belles vacances en famille. Là. Pour moi, c'est ça qui me permet de décrocher. Là. Mais disons que ça recommençait raide. Là. Justement, un des sujets qui a fait que le tout a recommencé quand même assez raide, comme vous dites. Jacques Cartier, l'occupation des Autochtones. Êtes-vous satisfait du dossier? Comment le tout s'est réglé? Bien, on pourrait en parler longtemps. Là. On a négocié, c'est pas le bon mot. On a discuté avec beaucoup de monde pendant longtemps, là, notamment avec les occupants pendant à peu près 42 jours ou 43. Moi, je pense qu'on aurait pu s'en sortir sans intervention policière, mais malheureusement, M. Fleury et son groupe ne pouvaient pas. On avait un beau projet qui faisait consensus, selon moi, là, mais il menait une bataille de reconnaissance politique qui relève en fait du fédéral. Ça fait que c'est là où nous, on a dit, bien, on arrête parce que la solution n'est pas chez nous, puis on a des travaux à faire, puis le site est protégé. On a fait ce qu'on devait faire pour protéger les artefacts. Mais je suis extrêmement satisfait de l'opération elle-même policière qui s'est faite dans le calme, dans le respect. Vraiment, nos policiers ont été professionnels, là, puis je suis content du déroulement de l'opération. Les travaux, justement, qui se déroulent sur la rue Jacques-Cartier, il y a un délai, là. Est-ce que tout va être en temps? Bien, c'était une des raisons de dire c'est assez de la discussion là, au bout de 40 jours, là, parce que l'hiver s'en vient. Si la température est de notre bord, il ne devrait pas avoir de délai, on devrait être correct. Là. On était vraiment à la dernière semaine où on pouvait se permettre de jaser encore. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été très, très patient, puis on a essayé toutes sortes de choses pour arriver à une entente, parce qu'on avait du temps. Mais maintenant, on n'avait plus, puis on a agi. Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait d'avoir été si patient avec ce groupe-là ouvre la porte à d'autres groupes pour d'autres sujets divers, en disant, mais le maire était patient avec le groupe des Autochtones, ils vont être patients avec nous? Bien, c'est-à-dire que si on avait été, on était patient parce qu'on pensait arriver à une entente, on a mis beaucoup de choses sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on aurait pu finir ça plus vite si M. Fleury n'avait pas rajouté des nouvelles demandes à chaque semaine ou n'était pas revenu sur les anciennes. Moi, je pense qu'un autre groupe qui est plus rigoureux un peu, là, on se serait entendu rapidement. Mais moi, je pense qu'il faut toujours laisser la place à la discussion. Puis dans la mesure où les délais ne causent pas trop de dommages à la ville, bien, c'est de la politique. Là. Il faut respecter le fait que les gens ont des opinions différentes. Un autre sujet qui était chaud lors de votre retour de vacances, même avant de partir, le projet de loi 3, le projet de régime de retraite. Vous avez déposé le mémoire sur la position de Gatineau il y a quelques semaines. Rappelez-nous les grandes lignes, justement. Bien, l'enjeu des régimes de retraite est majeur. Puis là, je vais couper coin rond parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais en gros, on parle des retraites des gens, donc c'est un sujet important. Et puis là, on se met à toucher à des ententes qu'on a signées dans le passé. Mais si on fait ça, c'est parce que nous, en 2008, on avait 200 millions de déficit à la caisse de retraite des employés, dans les caisses de retraite des employés de la Ville de Gatineau seulement. 200 millions sur un budget de 526, là, c'est majeur comme problème. Et si on a une autre crise dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, là, c'est toutes les finances publiques qui sont menacées. Ça fait que la question, c'est comment on fait pour payer le déficit, mais pas tout seul, que ce ne soit pas juste la Ville ou l'employeur ou les contribuables qui payent. Il faut que les employés payent une partie, là, parce qu'on a négocié de bonne foi des régimes, mais des régimes qui n'étaient pas équipés pour faire face à des crises comme celle de 2008. Ça fait que comment on corrige ensemble notre erreur, c'est ça qui était la clé. Puis là où la Ville de Gatineau a une position un peu intéressante, en tout cas selon moi, avec 4 ou 5 autres villes du Québec, c'est qu'on a dit, contrairement à Montréal et Québec qui était assez raide, qui disait là, il faut frapper dans le tas, puis les compromis doivent venir des employés seulement. Nous, on a dit oui, les compromis doivent venir des employés, mais pas uniquement dans le régime de retraite. On préfère une négociation un peu plus large pour en arriver à un partage égal, mais un partage égal, pas juste dans le déficit, dans toute la... Puis ça, c'est un peu ce que les syndicats demandaient en disant, écoutez, nous, on est prêts à faire des concessions, là, mais pas juste d'un régime, et élargissons un peu, puis ça va aller mieux. Mais ça a fait que je suis sorti un peu de mes vacances, me préparer, parce que aller faire une présentation au Salon Rouge à Québec, je n'ai pas fait ça souvent dans ma vie, puis c'est un dossier extrêmement complexe. Mais je pense qu'on s'en tire assez bien chez nous. Est-ce que vous vous êtes senti écouté lors de la commission? Bien, on va le savoir dans les jours qui viennent. Le ministre était ouvert à des compromis parce que moi, sur les principes, j'ai les mêmes. Là,
Il faut qu'on répare cette erreur-là ensemble. Il faut que dans l'avenir, on paye ça 50-50, que le coût du régime soit payé 50-50. Donc, sur les principes, on s'entend. C'est comment c'est le moyen pour y arriver où là, j'espère que le ministre va nous donner un peu d'air. Puis les syndicats sont prêts à négocier. On sait que ce ne sera pas des négociations faciles, mais si on avait un plus grand espace de négo, pour moi, ça serait mieux pour tout le monde. Juste pour m'assurer qu'on comprenne bien, le régime de retraite va toucher les conventions qui ont été signées avant. Donc, pour les cols bleus qui sont rentrés, exemple, cette année, ils sont sur cette convention-là. C'est-à-dire qu'il y a il y a le passé puis l'avenir. À partir d'une telle date, les nouveaux régimes, en fonction du projet de loi qui a été déposé, il faut que les éventuels déficits soient payés 50-50, puis il faut que le coût du régime soit payé 50-50. Ça, c'est ça qui fait le moins de problèmes parce que c'est pour l'avenir. C'est comme si on avait en fait un nouveau régime. Ce qui est difficile, c'est le passé. C'est que ce qu'on dit, ce qu'une partie du projet de loi dit, c'est que, oui, il y a un déficit. Dans l'entente, c'est supposé être la Ville qui le paye à 100 %, mais là, ce n'est plus vrai. On retire notre signature, puis vous allez le payer vous aussi. Et là, c'est dur, parce que là, c'est une entente signée qu'on met de côté. Moi, je n'ai pas de problème à faire ça dans la mesure où c'est une difficulté majeure qui concerne tout le monde. Puis c'est pas vrai qu'on a signé une entente. Oui, on a signé une entente, mais on n'avait jamais prévu cette erreur-là, puis cette crise-là de 2008. C'est qu'il faut qu'on règle ça ensemble. Mais est-ce qu'on peut éviter d'y toucher le plus possible? Est-ce qu'on peut trouver des compromis ailleurs dans le fonctionnement de la Ville avec les syndicats, que ce soit à temps supplémentaire ou je ne sais pas quoi? Là. Il y a toutes sortes de compromis qu'ils pourraient faire qui amèneraient à des économies pour la Ville, qui nous permettraient de rembourser ça. C'est là où la mécanique est importante, puis j'espère que le ministre va nous donner de l'espace. Il y a eu beaucoup de casses à Montréal, à Québec aussi, vous l'avez dit, les deux maires sont quand même directs au point. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont le tout se déroule à Gatineau? Parce que le 20 septembre dernier, il y a des autobus de Gatineau qui sont partis pour aller manifester à Montréal. Comment, en tant que maire, vous voyez la situation ici vraiment pour Gatineau? Bien, ici, la différence, je pense, c'est que nos partenaires syndicaux ont compris qu'on était ouvert à une négociation un peu plus large, même si sur les principes, on ne fait pas de compromis. Là, ça ne peut pas juste sortir des poches des contribuables. Là. Mais il reste que l'ouverture dont Gatineau a fait preuve, puis Longueuil et certaines autres villes, a fait que la pression des syndicats se déplace vers Québec en disant, ils font en fait un peu comme nous, ils disent au ministre, bien, donnez-nous une marge de manœuvre plus grande. Ça fait que jusqu'à maintenant, les moyens de pression ont été assez raisonnables. Il y a eu quelques incidents, mais on est dans de l'acceptable. Moi, j'ai fait des gros efforts. Là. En revenant de vacances, j'ai parlé à différents présidents syndicaux. J'ai rencontré tous ceux qui ont voulu me rencontrer, là, notamment les Bleus, les policiers, avant la commission parlementaire. Ça fait que je pense que ce dialogue-là, même si on est loin de s'entendre sur tout, là, mais ce dialogue-là fait que on a des bonnes relations pour l'instant. Vous dites que le tout est acceptable. Est-ce que vous craignez des débordements? Qu'est-ce qui serait inacceptable? Bien, nous, la règle qu'on s'est fixée, c'est qu'il faut respecter la convention collective. Donc, on ne détruit pas du matériel de la ville. Donc, on travaille, les heures payées, c'est des heures travaillées. Il y a eu dans des manifestations passées ce que certains ont appelé du vandalisme. Moi, je ne tolérerais pas ça. Là. Mais, par exemple, les autocollants, à un moment donné, on va les enlever. Mais est-ce qu'on veut les enlever tout de suite parce qu'on veut chicaner? Ils ont le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de grève dans le cas des pompiers et des policiers. Il faut qu'il y ait une marge de manœuvre pour exprimer le mécontentement. Là, sinon, c'est là où on joue un jeu délicat avec les syndicats. Là. On a eu des petites choses où on appelle les syndicats en disant là, vous en allez dans une mauvaise direction, vous regardez ça, puis jusqu'à maintenant, ça va. On est prudents les uns et les autres. Mais bon, il ne faudrait pas qu'il y ait. Quand on regarde dans certaines villes, les contraventions, ça baisse. Là, bien ici, ça ne se produit pas. Là. En tout cas, c'est dans la marge d'erreur comme c'est là. On ne peut pas dire que c'est un moyen de pression. Mais ça, c'est faire son travail. C'est protéger les citoyens en appliquant la loi. Fait que s'ils se mettaient à ne plus faire ça, mon attitude serait moins conciliante. Là. Mais on n'est pas là, puis moi, je suis assez content. Les citoyens ne sont pas pris en otage, non? Non. Puis il y a eu des moments là, où les employés ont été très visibles avec des T-shirts sur les régimes de retraite et tout ça, mais il faut qu'ils puissent exprimer ce qu'ils pensent. C'est là où moi, veux-tu vraiment me chicaner pour un T-shirt? J'aimerais même me chicaner sur des vraies affaires. Puis je sais que la chicane va venir parce que quand on va négocier, ça va être dur. Fait que j'aime mieux que tout le monde ait
qu'on se respecte jusque-là. Là. Puis rendu là, bien, on aura au moins une bonne relation. On change complètement de sujet. Lors d'une conférence de la rentrée, si je peux dire, vous avez annoncé 6 grandes orientations. Vous êtes beaucoup actif sur les réseaux sociaux, vous êtes très transparent, vous parlez aux médias, vous parlez aux citoyens. Est-ce que c'est important pour vous, justement, de les définir très clairement, ces 6 grandes orientations? On va d'ailleurs y revenir plus tard. Bien, c'était un peu l'objectif, c'est d'annoncer un peu à l'avance aux gens, ça va être quoi les grands enjeux de l'automne. Il y a des enjeux qu'on connaît, qui sont avec nous, comme les régimes de retraite, là. Mais pour moi, des conférences de rentrée, je n'ai faites en fait à chaque saison depuis que j'ai été élu, là. On a fait une en janvier, puis on en refait une maintenant, puis je vais probablement en refaire une en janvier prochain. Je trouve que c'est intéressant de montrer notre plan de match aux citoyens, puis de dire, bien, voici ce qui s'en vient. Ça fait que ça permet aux gens de réfléchir, puis des fois de se préparer pour argumenter s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on veut faire. C'est la première grande ligne. On va commencer avec ça, justement, d'aller à la pause. Traduire les priorités du conseil municipal en orientation budgétaire. Et là, on parle budget égale taxe automatiquement dans la tête des gens. Juste pour différencier, on allait à la pause, la différence entre les taxes dites normales et la taxe d'infrastructure. Oui. On a adopté ce qu'on appelle une taxe dédiée aux infrastructures. Ça, c'est un 1 qu'on taxe à chaque année qui va uniquement à nos infrastructures. On sait qu'on a un déficit assez extraordinaire en matière d'infrastructures. Nos routes, on en a quelques-unes, notamment à l'Est ici, qui mériteraient, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis ça prend de l'argent, ça. Donc, on fait une taxe depuis 4 ans maintenant et ça nous crée un fonds parce qu'après qu'on le taxe cette année, 1 ça nous donne à peu près 3,5 millions, mais ça rentre dans l'assiette fiscale, donc ça revient l'année d'après. On est rendu à un fonds d'à peu près 20 millions qui nous permet de faire des travaux, notamment d'asphaltage, qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas fait ça. Et il y a la taxe, l'augmentation de taxes qui est reliée à l'IPC, donc l'indice des prix en consommation. Fait que ça nous donne à peu près, comme on a fait l'année dernière, 1,9 pour l'IPC, 1 pour la taxe dédiée, ça donne 2,9. C'était ça la hausse de taxes. Justement, vous avez abordé l'idée qu'on pourrait parler d'une hausse de taxes plus que 3 pour le prochain budget. Bien, moi, je suis prudent dans la vie. Donc, j'attends ce que j'ai dit, puis je vais vous le dire avec les mêmes mots, c'est que j'attends d'être rendu au budget pour voir l'ensemble des demandes qu'on a, l'ensemble des compressions qu'on a été capable de faire. Et avec ça, on fera un choix sur la taxe, puis j'exclus pas, je ne veux pas faire le débat avant que le débat ait lieu. Ça fait que moi, j'exclus pas que ça dépasse un peu, mais je sais que personne n'aime ça, des hausses de taxes, là, mais je veux me donner une marge de manœuvre en fonction de... L'important pour moi, c'est ce qu'on fait avec l'argent, puis est-ce que les citoyens en ont pour leur argent, oui ou non. C'est là où je ne veux pas fermer la porte pour l'instant. C'est un des scénarios possibles. C'est un scénario possible, mais la décision n'est pas prise. Excellent, parfait. On va à une pause, on revient tout de suite après. Bougez pas après la pause. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. De retour à Parole à Lévis avec le maire de Gatineau. Juste avant la pause, on parlait des scénarios possibles. La hausse de taxes, c'est un des scénarios. Quel autre scénario pourrait avoir? Est-ce qu'on pourrait avoir une diminution de taxes, mais une coupure autre part? Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai hâte qu'on en parle. On va faire le bilan je ne sais pas si je vais appeler ça des compressions, c'est plus de l'optimisation. On a fait un grand exercice qui a commencé il y a 1 an où on prend service par service, puis on essaie de voir, on peut-tu travailler mieux, on peut-tu faire des économies. Et là, on a un certain nombre de résultats qu'on va rendre publics. Fait que ça, même, admettons qu'on augmente juste de 2,9 comme l'année passée, là, on est déjà en fait en compression. Ce n'est pas assez si on voulait maintenir les services tels quels.
parce qu'on est une ville en croissance. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est comme une espèce de minimum. Après ça, c'est, y a-t-il des projets qu'on veut faire, qu'on n'est pas capable de financer en coupant d'autres choses ou en priorisant autrement? Là, on est là-dedans. Là. Ça fait qu'il n'y a pas de scénario. Moi, je prétends que ceux qui vont promettre des baisses de taxes, ce n'est pas des gens très responsables parce que c'est ce qui nous a mené à notre déficit d'infrastructure. Tu sais, on disait, OK, on va faire 0 1 on taxait en dessous de l'IPC, de l'indice des prix à consommation. On construisait des routes pareilles, puis on n'a pas d'argent pour les entretenir. Fait que c'est là où moi, je ne veux pas qu'on exagère, mais je veux qu'on soit responsable. Puis ça veut dire 2,9 aux alentours, peut-être un petit peu plus, puis un petit peu moins, ça dépend. Si on avait des bien bonnes nouvelles dans notre optimisation, peut-être, mais je ne suis pas certain. On a tellement de rattrapage à faire dans tous les domaines que il me semble que ce qu'il faut, c'est une hausse constante, stable, puis le moins grande possible. Mais une baisse, c'est jouer avec le feu, là. Vous parlez de résultats d'études, les résultats vont être connus bientôt. Oui, on va rendre ça public. Là. On a fait des gros travaux là, depuis, je dis 1 an, mais c'est pas vrai, c'est 2 ans et demi peut-être. Là. La commission de révision des dépenses avec le conseiller Maxime Tremblay. Là, et on va rendre ça public là, pour voir c'est quoi les améliorations qu'on a faites, puis qu'est-ce qui reste à faire. On reste dans le côté du budget, mais un autre stade, si je peux dire, le Rapibus, la STO. Si je ne me trompe pas, la Ville donne quand même un certain pourcentage pour le budget de la STO, c'est bien ça? Ah, on paye une grande partie du budget de la STO. Là. Ça nous coûte, en fait, je n'ai pas le chiffre de mémoire, mais c'est la Ville qui paye pour la STO à peu près. L'autre portion qui reste, c'est Québec. Avec la saga Rapibus, est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grande part de la Ville pour aider à maintenir à flot? Non, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a un plan d'action qui va être mené par Gilles Carpentier, qui est le nouveau président de la STO, conseiller municipal, là. Et nous, justement, on veut freiner la hausse de la contribution de la Ville. Là. Et ce qu'on fait à la STO, c'est la même chose qu'on fait à la Ville. C'est vraiment une révision de l'ensemble des services. Y a-t-il des endroits où on peut couper? Y a-t-il des choses qu'on peut mettre en commun, même avec la Ville? On ne sait pas. Là. Y a-t-il... est-ce que, avant de continuer d'augmenter, il y a un exercice de révision qui n'a jamais été fait à la STO depuis des années, puis ça a été une organisation toujours en croissance. Puis c'est bon, puis on y croit, puis on veut aider le transport en commun, mais avant de mettre plus d'argent, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse cet exercice-là. Parce que ça a été une explosion des contributions de la Ville depuis 10 ans. Puis à un moment donné, il faut s'arrêter puis regarder ça là, de plus proche. Je fais une petite parenthèse côté budget pour en ouvrir une environnementale. L'idée a été lancée de fermer, exemple, le boulevard Fournier pour promouvoir le transport en commun. Vous souriez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée? Bien, disons que M. Champagne aurait pu prendre un autre exemple. Là, ce qu'il a voulu dire, parce que le boulevard Fournier, c'est quand même un axe stratégique, là, puis fermer ça même temporairement, c'est un pensée-y bien, disons. Mais l'idée, le principe qu'il défend, je suis d'accord avec, c'est que les semaines, parce qu'on fait la semaine des transports en commun, puis on fait toujours les mêmes activités un peu de la même façon. Lui, il dit que ça prend quelque chose d'un peu spectaculaire pour passer le message que c'est urgent d'arrêter. L'auto solo, c'est un problème environnemental, économique, tout ce que vous voudrez. Fait que là où moi je suis d'accord avec lui, il faut trouver une idée un peu spectaculaire, puis essayer de rebrasser un peu ces semaines-là de sensibilisation pour qu'elles rejoignent un peu plus les gens. Mais le boulevard Fournier, je ne suis pas sûr. On ferme la parenthèse environnementale. Alors, on vient au budget. Le déneigement qui prend quand même une partie du budget, pardon. Est-ce que vous avez déjà commencé à en parler? Je me souviens bien, il fallait remplacer la flotte ou quelques camions. Ah, beaucoup de camions. Le déneigement, un des défis, c'est que les changements climatiques, là, puis il y a des gens qui n'y croient pas, là, mais c'est vrai chez nous. Là. On n'a plus les mêmes hivers qu'avant. S'il y a plus de verglas puis il y a moins de neige, bien, c'est pas la même mécanique, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même façon de travailler. Et là, on est là-dedans, là, on est dans des hivers qui ne se ressemblent plus. Ça fait qu'une des réflexions qu'on fait et qu'on va faire au budget, c'est justement la flotte. Est-ce que ça ne serait pas, plutôt que de viser l'augmentation du service, donc plus de camions puis plus de gens sur le terrain, est-ce que stratégiquement, ça ne serait pas mieux d'améliorer notre flotte? Donc, d'améliorer les camions, d'améliorer nos outils, d'améliorer vraiment les outils de travail de nos cols bleus. Et ça parce que des fois, le déneigement, on a des retards parce que le camion casse, il est trop vieux. Même chose pour balayer les rues. À un moment donné, quand la balayeuse ne fonctionne pas, on prend, et puis c'est arrivé cette année, on a pris quasiment 1 semaine et demie, 2 semaines de retard parce qu'on avait des problèmes mécaniques. Ça fait que c'est un des choix qu'on pourrait faire. Au lieu d'éparpiller
notre argent pour augmenter en général la qualité du service. Si on ciblait la flotte, ça pourrait être une avenue intéressante. On est en train de regarder ça. Est-ce qu'augmenter la flotte pourrait dire une révision des rues dites prioritaires, secondaires? Je prends par exemple la rue Bélanger, proche d'ici, souvent est considérée principale, mais malheureusement, les enfants marchent dans la rue lors des grosses tempêtes. Est-ce qu'on pourrait voir une révision justement des rues en ayant plus de flotte? Non, surtout que je ne parle pas nécessairement de plus de flotte, je parle de camions nouveaux, là, qu'on remplace les vieux par des... Donc, ils ne cassent plus. OK. Et là, ça nous permet, parce que notamment les corridors scolaires, ils sont priorisés. Mais quand le camion est cassé, priorisé ou non, il n'y a pas de camion qui travaille. Ça fait que c'est ça qu'on vise, parce que c'est tout le temps des montants énormes. Puis on ne veut pas faire une dépense qui sert en fait, je ne sais pas moi, 8 fois pendant l'année. L'hiver, les grosses tempêtes, c'est pas tous les jours pendant 3 mois. Là. Une chance. Oui, une chance. Ça fait que c'est là où on essaie de faire des investissements plus stratégiques, là, plus ciblés, là, plutôt que de se donner des dépenses qui sont considérables. Avec Dame Nature, c'est un dossier à suivre. Oui. Le numéro 2 était le plan d'action en matière d'urbanisme, clarifier les enjeux et la vision. Et là, en matière d'urbanisme, vient directement dans la tête des gens, le 79 Fraser à Elmer. Où le dossier en est? Dans les semaines qui viennent, on va. Je suis flou sur les dates là, parce qu'il y a plusieurs étapes administratives à franchir, mais le rapport est reçu. Moi, je ne l'ai pas lu encore. J'attends de lire que les options de suivi soient été clarifiées par l'administration. Puis après ça, on va regarder ça, autant le rapport lui-même que qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses. Mais pour moi, même si dans la tête des gens, c'est énorme, là, pour moi, c'est un petit enjeu en matière d'urbanisme. Il y a une erreur qui a été faite. Elle est importante, comment on la corrige? Mais même avant Fraser, on savait qu'il y avait des changements à faire à l'urbanisme, puis même les gens à l'urbanisme sont d'accord avec ça. Qu'il faut qu'on simplifie nos processus, il faut qu'on se rapproche il faut qu'on facilite la vie aux gens d'affaires. On parlait d'un effet de guichet unique, là, on cherche ça. Puis je dis gens d'affaires, mais c'est citoyen aussi, parce que c'est compliqué pour tout le monde, l'urbanisme. Donc, c'est ce plan-là sur lequel on travaille, puis qu'on va rendre public, puis qui va nous occuper le reste du mandat. Là. Donc, les gens qui voudraient se construire, qui auraient peut-être peur d'aller chercher un permis, il n'y a rien à craindre. Là, on travaille sur non, allez-y, il n'y a rien à craindre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré tout le service par rapport à l'erreur de Fraser. Là. C'est vraiment une erreur un peu bête qui a des grosses conséquences, mais c'est une erreur. Ça fait que le service continue de travailler. Là, les gens qui ont besoin de dérogations mineures, ça fait partie de la vie d'une ville. Là. Un règlement ne peut pas s'appliquer à la perfection, à la réalité. Là. La réalité est complexe, fait que des fois, il faut déroger un petit peu. Oui, les gens, on est en affaires, là, les gens sont bienvenus. Rapidement, le dossier du centre multifonctionnel, où est-ce que le dossier en est? On a commencé une série d'appels d'offres qui va se prolonger jusqu'à, disons, novembre. Et on va recevoir les offres en fin janvier, début février. Et c'est là où on espère que ça va être des prix intéressants. Notre nouvelle stratégie, j'espère qu'elle va marcher. Si c'est des prix intéressants, on pèse sur le piton pour on construit un centre multifonctionnel. Et si c'est trop cher, là, on a un problème. On retourne à l'UPAC? Non, on retourne à la case départ. C'est-à-dire la partie UPAC, c'est faite. Là, c'est que si c'est trop cher, moi, je ne suis pas prêt à payer 80 millions pour un centre multifonctionnel. Si c'est quelques millions de plus que ce qu'on a prévu, on va regarder ça. Mais pas 80 millions, là, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là où on a un problème parce qu'on retourne en case départ. Là, toutes les options reviennent. Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on enlève ça de là, on fait un écoquartier, puis on fait 4 glaces ailleurs? Est-ce qu'on revient avec le projet Brigil, etc., etc.? Là, tout est... Puis c'est ça qui me donne des cauchemars, parce que ça a pris des années à arriver à la solution centre multi. Il ne faut pas qu'on prenne des années à faire un plan B si ce projet-là tombe. La troisième orientation était le centre-ville. Concerter les acteurs et assurer le leadership. Il y a quelques temps, les commerçants n'étaient pas trop contents. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut faire une belle grande famille pour développer le centre-ville? Bien, le défi du centre-ville, c'est que ça n'a jamais marché, la grande famille. C'est qu'il y a trop d'intérêts. Il y a des ministères, il y a la ville, il y a des associations de résidents, il y a plusieurs associations de commerçants qui ne s'entendent pas. Puis là, ce qu'on veut, c'est avoir un plan d'action commun qui fait le plus possible consensus. C'est un gros défi, mais si on ne fait pas ça, on va continuer de tirer à couverte de notre bord, puis on n'avancera pas. Rapidement, numéro 4, tournée des universités, s'inspirer des meilleures pratiques dans la relation ville-université.
Est-ce que c'est parce que la relation de l'UQO, la ville, n'est pas à son meilleur? Non, c'est une relation correcte, qui pourrait être meilleure, mais qui est correcte. C'est l'idée qu'il y a des villes comme Sherbrooke et Québec qui se sont enrichis énormément parce que la ville et l'université collaboraient. Ils ont fait des parcs d'affaires particuliers où il y avait des partenariats entre les gens d'affaires puis l'université, avec la collaboration de la ville. Pour moi, là, c'est une source de richesse. Être une ville universitaire, là, les grandes villes qui ont du succès dans le monde, c'est les villes universitaires. Puis nous, on l'est, pas juste avec l'UQO. On a l'ENAP, l'administration publique, on a l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique, et on a des cégeps qui sont dynamiques aussi. Ça fait qu'il faut miser là-dessus pour s'enrichir. La ville ne peut pas tout faire, mais elle peut faire un bout. Puis c'est ça qu'on veut. On va aller regarder ce qui se fait ailleurs. En 30 secondes environ, je suis désolée de passer rapidement, mais je veux les passer au complet. Forum économique, adopter une stratégie gagnante pour la diversification de l'économie. Oui, c'est probablement le 29 novembre. On rassemble les gens d'affaires. On connaît pas mal les problèmes, mais on va se donner un certain nombre de priorités communes pour diversifier une économie qui en a besoin en Outaouais. Dernier point, relation interne. Est-ce que le petit train rentrerait là-dedans? Oui, le petit train rentre là-dedans. Là, c'est vraiment et dans le domaine du tourisme. Ça fait que on a fait des demandes pendant la dernière campagne électorale sur nos intérêts. Puis c'est là où le maire de Gatineau a un rôle à jouer parce que c'est régional. Ces 6 orientations-là, vous en avez discuté avec tous les membres du conseil? Tout à fait. J'ai pris le programme du conseil qu'on a adopté en avril. Et là, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais c'est les 6 points qui vont être les plus importants cet automne. On va communiquer sur ces 6 points-là, mais ça nous arrête pas de travailler ces autres choses. C'est vraiment une conférence de presse de rentrée qui dit voici les 6 gros enjeux de l'automne, mais il y en a plein d'autres. Parfait. Rapidement, votre bureau est toujours ouvert pour les citoyens? Toujours. Les gens. En fait, on encourage les citoyens à prendre rendez-vous parce qu'il y a trop de gens qui viennent. Donc, l'aspect porte ouverte était plutôt difficile là, parce qu'on a trop de gens. Il faut qu'ils prennent rendez-vous, mais les mercredis après-midi, moi, je prends des rendez-vous les uns après les autres. J'essaie de rencontrer le plus de citoyens possible, là, mais les autres jours de la semaine aussi, le besoin est. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée.